Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Charles. Je vais donc être le modérateur de cette formation, notamment pour répondre à certaines questions ou aiguiller Vincent sur certaines questions. Donc voilà. Vincent, c'est bon? Donc on va commencer. Ah oui, là le volume, je vois que ça module un peu mieux. Ok, donc aujourd'hui, nouvelle formation, je crois que c'est la 8e formation donnée par EAVS, formation donc, qui portera aujourd'hui sur la marque Theatrix. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Vincent, responsable de la division interface chez EAVS. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Theatrix. Theatrix Technologies, qui nous a rejoint il y a un an maintenant, qui est un fabricant canadien d'interfaces vidéo et de convertisseurs. Alors, hop, je mets en plein écran. C'est parti. Donc très rapidement, présentation de Theatrix Technologies, donc canadien. Hein, l'usine est à Montréal. À l'origine, ce sont des fabricants de murs de LED. Ils sont d'ailleurs en pleine évolution sur ce point-là. Un gros fabricant pour le marché canadien et américain. Et en fait, c'est une observation, comme beaucoup de fabricants, hein, des liaisons vidéo entre source et écran, qui étaient parfois un peu fragiles, qui leur ont donné l'idée de fabriquer des boîtiers robustes, notamment pour l'activité événementielle scénique, un boîtier qui n'a pas peur d'être secoué. Petite précision, l'astérix en bas de ce slide, c'est que pour dire que Theatrix est aussi distributeur, hein, un peu comme nous au Canada, distribue notamment une marque française, puisque Ayrton est français, mais aussi Evin Stempel et un autre français, Analogway, pour le Canada. Alors passons dans ce premier. Alors il va y avoir à peu près trois thèmes lors de cette formation. Je vais vous présenter déjà les boîtiers, les convertisseurs et les boîtiers existants. Après, je vous présenterai les nouveautés prévues pour cette année, hein, en espérant évidemment encore une fois que la situation actuelle freine pas trop les choses. Et pour terminer, avec le dernier boîtier qui vient de sortir, le streaming server, je vous expliquerai un petit peu comment faire du streaming, puisque la situation nous a tous un peu poussé à utiliser à solliciter énormément Internet, et du coup je me suis mis aussi un peu au streaming et j'ai gratté un peu les différentes solutions. Alors pour ce qui est pour l'instant des produits Theatrix, les boîtiers sur le marché existants et fonctionnels aujourd'hui, on va commencer par les convertisseurs je les appelle comme ça, standalone, par opposition aux convertisseurs à une autre gamme qu'on verra après qui fonctionne sous forme de slot et qui peut être racké. Donc on a une alimentation propre comparée à la solution d'après que je vous présenterai qui nécessite un rack. Donc pour ce qui est des convertisseurs, donc standalone, donc vous voyez l'intérieur des convertisseurs, comment ça se présente. Bon, tout le monde connaît les convertisseurs, les extenders. Il y en a qui fonctionnent avec une alimentation externe, d'autres avec de l'alimentation interne, une partie de gestion du signal vidéo à l'intérieur et voilà, et la connectique. Alors chez Theatrix, il a été clairement décidé, c'est même un fer de lance, hein, d'intégrer l'alimentation et notamment de la surdimensionner de manière à ce que le boîtier ne chauffe absolument pas, enfin, du moins très très peu. Du coup, voilà, vous voyez à l'intérieur que l'alimentation qui est la partie du haut, d'ailleurs je vais utiliser ma souris, voilà, la partie haute ici, c'est vraiment que l'alimentation. Il y a un screw d'ailleurs, hein, pour alimenter le boîtier et pour faire passer l'alimentation, le courant, pour récupérer le courant, hein, et afin d'alimenter autre chose. Alors on peut imaginer un cordon IEC à l'autre bout, on peut imaginer un cordon mâle-femelle pour alimenter un second boîtier, ou imaginer une doublette. Voilà. Bon, l'idée c'était vraiment de limiter justement les doublettes, triplettes, quintuplettes à l'arrière d'un écran. C'est de directement plugger son écran et avec un seul câble d'alim, on amène le jus pour son convertisseur et pour son écran. Voilà, donc le petit câble, le cordon vert, le câble vert au milieu, là, c'est la terre. Et la partie verte, hein, on reconnaît, c'est l'électronique. Là, c'est un boîtier SDI. Donc, on voit les connecteurs SDI. Alors, la conception de ces boîtiers, déjà, c'est une chose très importante. Tous les connecteurs sont vissés et vraiment accrochés sur la housing, sur le boîtier. Donc quand on manipule ces connecteurs, qu'on branche et qu'on débranche avec ces cordons, il y a on ne peut pas donner du jeu ou solliciter les soudures puisque c'est solidement vissé à la housing sur la tranche du boîtier. La forme est un peu particulière, comme vous pouvez le remarquer sur la photo en bas à gauche. Voilà, il y a des renflements. Enfin, disons que le boîtier interne est rétréci de manière à protéger, de manière à ce que les connecteurs ne dépassent pas des plaques supérieures et inférieures. Ces mêmes plaques, d'ailleurs, vous le voyez à droite, qui font 6 mm 35 d'épaisseur, autant dire que c'est robuste. Donc la conception, c'est vraiment un peu comme un IPN, hein. On a une tranche tout autour qui fait le flanc et deux plaques qui viennent par-dessus et par-dessous. Donc c'est vraiment, si on faisait une coupe en tranche, ça fonctionne un peu comme un IPN.
Alors, ils ont rajouté des petites choses aussi sympas, qui n'est pas un argument de vente, mais qui est un petit plus, qui plaît plutôt pas mal. C'est l'aspect magnétique, c'est-à-dire qu'on peut donc stacker les boîtiers les uns sur les autres et ils se maintiennent. C'est-à-dire que si on fait une montagne de 3, 4, 5 convertisseurs, s'ils tiennent en place, on peut pas les faire tomber accidentellement, ou si on le fait, c'est la colonne entière qui tombe. Ça devient quand même assez lourd, donc ça reste bien en place. Autre chose très importante qui pour le coup est un argument, c'est que l'ensemble des connecteurs sont verrouillés. On connaît déjà le SDI, on connaît le RJ45, la fibre optique, le True One, mais il y a aussi l'HDMI. Alors, ils n'ont pas décidé, certains fabricants, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, qui décident de mettre une base neutrique HDMI, tout simplement parce que le système avec le filetage, alors là on voit pas bien sur la photo, mais il y a un perçage, il y a un trou fileté pour recevoir la vis du cordon. Donc ça, c'est ce que fait aussi Lightwear, ce que fait Geffen, ce que fait pas mal de nos marques. C'est quand même coûteux une base neutrique, donc c'est tout simplement un petit écrou fileté au-dessus de la fiche HDMI qui va permettre de verrouiller aussi la HDMI. Donc sur tous les boîtiers Teatrix, l'ensemble des convertisseurs, quand ils sont connectés, ne peuvent pas bouger. En tout cas, les connecteurs, les cordons sont solidement attachés au boîtier. Petit plus aussi qui a son importance justement pour le marché un peu visé, qui est le marché vraiment scénique, TV, le marché un peu de la prestation, c'est le filetage standard pour y visser son crochet, son cyclampe. Et donc sur la deuxième photo, vous voyez un peu comment ça se présente une fois rigué dans une structure alu. Ensuite, passons un peu aux caractéristiques, à la simplicité de fonctionnement de ces boîtiers. Il n'y a aucun deep switch, il n'y a pas de réglage, pas d'édit, pas de scaler. Alors, il n'y a pas de scaler chez Teatrix Technologies, il n'y a pas de boîtier de scaling. On rentre une résolution vidéo, on ressort la résolution. Le boîtier va juste vous afficher votre résolution d'entrée. Là, en l'occurrence, sur ce boîtier SDI, le 3G SDI, je vais avoir l'affichage en LED verte SD, HD, 3G, et les nouveaux boîtiers 12G, dont j'ai repris un screenshot juste ici. On va avoir 2 LED supplémentaires bleues. Alors elles sont petites, je ne sais pas si vous arrivez à les voir juste ici. Il y a les 2 dernières LED qui peuvent être vertes ou bleues, et en bleu, donc on se passera à la résolution 6 et 12G. Donc quand vous rentrez du 12G dans votre boîtier, la dernière diode bleue s'allume. Si vous rentrez du SD, la diode verte s'allume. Si vous rentrez de l'HD, ce sera la diode verte qui est ici. Si vous êtes en 3G, ce sera cette diode-là. Voilà. Petite différence entre le boîtier 12G et le boîtier 3G. On voit ici que les connecteurs BNC sont dorés. Alors, petit plus aussi sur la série SDI, il y a une fonction un peu entre guillemets de distribution, même s'il existe un distributeur, une entrée, 3 sorties. Chaque boîtier de la série SDI comporte une loupe de sortie. Donc je peux, à partir d'un émetteur, attaquer 2 récepteurs. Et les récepteurs ont aussi une loupe SDI, donc je pourrais attaquer de nouveau 2 autres récepteurs. Et donc cascader autant de boîtiers que je veux. D'après les derniers tests sur des grandes longueurs de SDI, une pseudo-latence commence à être un peu repérée au bout de 8 ou 9 boîtiers sur de très grandes longueurs. Donc autant dire qu'on a le temps. Petite parenthèse sur l'HDCP. L'HDCP, c'est totalement compatible avec les versions en tout cas qui sont HD Basté, HDMI. Les versions SDI, bien sûr, ne le sont pas, parce que je sais pas si je pense que tout le monde le sait, l'HDCP n'est pas véhiculé par le SDI. Donc faire un petit peu attention quand on a une solution avec des boîtiers HDMI vers SDI et SDI vers HDMI, de ne pas avoir des sources ou des displays qui demandent l'HDCP. En tout cas, voilà, la version HD Basté est complètement compatible. Et le futur boîtier SDVOE, bien sûr, le sera aussi, puisque c'est le même principe. C'est du transport IP, donc l'HD Basté est totalement intégré au protocole. Sachant que le SDI étant aussi un protocole numérique, mais complètement différent, qui n'intègre absolument pas toutes ces informations. Alors ensuite, le marquage très simple en couleur et lettrage pour identifier chacun des boîtiers. On va avoir une couleur pour ce qui est de la gamme des boîtiers. Donc le bleu, c'est tout ce qui va être SDI, HDMI, HDMI, SDI. Je vous présenterai après l'ensemble des solutions des boîtiers présentés dans cette gamme. En rouge-orange, on aura tout ce qui est fibre optique, donc la SDI vers fibre. On aura aussi bien évidemment l'HDMI 2.0 vers fibre. En tout cas, voilà, tout ce qui intègre une conversion optique seront des boîtiers jaune-rouge. Orange-rouge. Et enfin, en vert, c'est tout ce qui est HD Basté. En l'occurrence, il y en a 2, l'émetteur et le récepteur, pour faire une liaison d'extension. Ensuite, les lettres. Alors là, c'est pris de l'anglais, donc c'est assez simple à comprendre. Émetteur-récepteur, on va avoir A, B.
Le C pour cross, c'est-à-dire c'est un bidirectionnel, c'est un boîtier qui rentre de l'HDMI ou du SDI, et derrière vous récupérez de l'HDMI et du SDI. Le D pour distribution, c'est tout ce qui est splitter. Le E pour embedder, c'est tout ce qui est donc embedder audio. S sound, donc là c'est le D d'embedder, c'est pour récupérer le son. Et le R pour repeater ou reclock signal, reclocker. Bref, c'est plutôt repeater. Donc lettrage et couleur. Alors la gamme standalone, les gammes, donc il y en a trois couleurs. Le bleu donc pour le SDI, vous voyez c'est la gamme la plus complète. SDI vers HDMI, HDMI vers SDI. Alors là sur les photos on a deux types d'alimentation. On reconnaît l'ancien PowerCon de chez Notric et puis l'affiche américaine bien sûr. En France il n'y aura qu'une version, c'est l'affiche True One que vous avez vue précédemment sur l'affiche True One qui est ici. C'est une fiche verrouillée et qui ne peut pas porter à confusion avec la fiche Spicon. On sait que en Presta, bon nombre d'intermittents ont réussi à enficher du PowerCon dans du Spicon et du Spicon dans du PowerCon. Avec la True One, c'est terminé. Donc la série, la gamme SDI, le bidirectionnel qui est ici. Donc, comme je vous disais, on rentre en SDI ou en HDMI et on récupère l'HDMI et le SDI. Et il y a encore la loupe SDI. Donc en fait, vous choisissez votre signal d'un côté et vous récupérez soit en SDI, soit en HDMI, soit les deux. Et bien sûr, il y a la loupe SDI. Là, on voit les trois connecteurs juste ici. Le distributeur, 1/4. Donc sur ce produit-là, il y a une évolution. Il y a un grand frère qui arrive justement cette année. Je vous le présenterai juste après. Embedder et des embedders audio. Donc là, c'est le seul produit. J'ai beaucoup cherché sur le marché. Il y a des embedders audio, mais le signal d'entrée et de sortie est le même. Là, on a à la fois une conversion HDMI vers SDI et on récupère, on embed le son, et SDI vers HDMI, on désembed le son. Donc on a vraiment une conversion SDI HDMI et une récupération ou une injection du son. Donc on a vraiment les deux choses. Je n'ai pas trouvé de fabricant qui faisait à la fois le convertisseur et à la fois un embedder désembedder. Et on retrouve encore la loupe SDI. Donc il y a deux sorties SDI à chaque fois. Le repeater, ça c'est le produit qui est un peu marginal, qui est le moins vendu. Parce qu'avec le SDI, avec un bon câble SDI en 3G, on tire facilement 150 mètres, donc c'est assez rare d'avoir besoin de recloquer le signal. Donc là, deux petites nouveautés qui n'en sont plus, puisqu'elles sont aujourd'hui disponibles en stock depuis le début de cette année, même la fin de l'année dernière, pour ce qui est du 1/4 HDMI 2.0. Donc c'est un distributeur, un DA, pour distribution amplifiée, et le fameux streaming server, dont je vous parlerai après, en abordant le sujet du streaming. En vert, la série HD Master, et enfin en jaune orange rouge, tout ce qui est fibre. Alors là n'apparaît pas encore une nouveauté que je vous présenterai après parce que c'est encore c'est en finalisation. Là c'est le fibre SDI vers fibre. Alors il y a la version 12G, là en photo c'est la version 6G et arrivera cette année aussi la version HDMI 2.0. Ensuite, par opposition au boîtier standalone, le rack mount, donc c'est les mêmes types de boîtiers, les mêmes traitements, la même électronique, tout simplement, c'est l'alimentation qui va être centralisée et qui est aussi redondante. J'ai pas intégré de photo au dos, mais c'est aussi du True One, et il y a deux True One en redondance. L'alimentation est ici, vous voyez, là où il y a les deux espaces de ventilation, est aussi surdimensionnée. Donc le boîtier chauffe très peu, fait très peu de bruit. Il y a une petite ventilation à l'intérieur, mais le souffle, il est à peine perceptible. Donc, comment ça fonctionne? Donc c'est la même électronique, c'est juste les connecteurs qui sont reportés sur la largeur. Et vous allez pouvoir insérer dans le rack jusqu'à 8 convertisseurs, et donc ils s'insèrent sur la tranche en les glissant. Il y a aussi un magnétisme qui vous permet vraiment de bloquer, de bien sentir que le contact est fait. Quand c'est loqué dans le rack, ça bouge plus. Et bien sûr, pour tout verrouiller, une petite plaque en façade. C'est des petites vis quart de tour, c'est très rapide à monter. Il y a des montées que vous devez changer, intervertir ou retourner un convertisseur, c'est fait très rapidement et c'est faisable à chaud, puisque les contacteurs, vous voyez là juste en bas, les 4 qui sont là, à chaque fois qu'il y en a un côté qui est connecté, toute la façade est éteinte. Donc vous pouvez pas, c'est du 12 volts ou du 24, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez pas, en touchant ces contacteurs-là, vous pouvez pas prendre du 12 volts puisqu'ils sont automatiquement coupés dès que la liaison se fait au dos. Quand vous retournez, c'est la même chose. Voilà, vous avez tout le détail ici, le magnétisme, faible dissipation thermique, alimentation redondante, réversible à chaud et silencieux. Donc là, on n'a qu'une seule et unique alimentation. Bon, 2 câbles si on veut profiter de la redondance, mais voilà, si on a jusqu'à 8 convertisseurs, émetteurs ou récepteurs, on n'a pas besoin d'avoir une triplette de 8. Ça n'existe pas, deux triplettes de 4, on va dire, pour tout connecter, on est tranquille, on n'a qu'un seul
concordants, ou 2 encore une fois si on profite de la redondance. Alors la gamme que j'appelle modulaire, donc par opposition au standalone, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques produits qui sont sortis avant les standalone. Donc ça c'est toute la gamme, encore une fois SDI, avec ici un petit plus évidemment le boîtier vide pour camoufler si vous faites un rack que de 4, 5, 6 ou 7 convertisseurs, embeddeurs, des embeddeurs. Et là il y a 2 petits, alors lui c'est le line delay, oui c'est ça, donc il y a deux petits nouveaux ici qui existent en version standalone, enfin, qui existeront en tout cas cette année. C'est la version, je vais vous expliquer comment fonctionne et le but de ce DisplayPort à quad SDI. Et le SDI et le line delay, vous avez compris, quand on a des écrans qui sont très très éloignés, en l'occurrence des stades ou des salles de sport, on va pouvoir retarder les premiers écrans de manière à ce que tous les écrans switchent en même temps quand vous diffusez différents plans ou un document ou quelque chose. Voilà, vous voulez que tous les écrans restent synchro, vous avez un line delay. De la même façon que pour le son, quand on délaye la façade par rapport au retour, au rappel. Donc ces deux boîtiers-là sont aussi disponibles en standalone. Donc comme les standalone aussi, la gamme modulaire présente le SDI vers fibre. Là, pour le coup, ils nous ont intégré le 12G, donc qui est disponible dans les deux versions. Et donc à venir, donc là, ça c'est plus d'actualité le son, puisque maintenant c'est disponible. Par contre, là, à droite, c'est toujours d'actualité. Le fibre HDMI vers fibre et fibre vers HDMI 4K est en cours de finalisation de développement. C'est ce qu'on attend depuis un petit moment. L'année dernière, il a été annoncé, normalement, on espère encore une fois, que la situation, à la rentrée prochaine, il sera disponible dans les deux versions. Donc, la petite nouveauté qui n'en est plus, c'est le streaming server qui existe aussi sous cette forme, le splitter HDMI HDR4 et l'HDMI. Donc voilà, j'ai fait un petit slide pour préciser ce que la fonction, le pourquoi d'un quad, d'un DisplayPort vers quad. Alors il y a un DisplayPort, une entrée vers quad SDI, et il y a quad DisplayPort vers quad SDI. Alors, je m'explique. En version standalone, qui est le boîtier de gauche, vous rentrez un format, une résolution DisplayPort, donc vous êtes en Ultra HD ou en 4K. Derrière, si vous êtes en SDI, les longueurs, c'est grand maximum. Chez Belden, on est à 65 mètres et chez S2CEB, on est à 50 mètres. Donc, si vous voulez récupérer de la distance en ayant un serveur, un média serveur qui sort en DisplayPort, Theatrix propose de sortir en 4x 3G, ce qui fait que vous récupérez votre distance des 150 mètres. Bon, ça vous force à tirer 4 câbles. Normalement, vous n'êtes pas contraint d'avoir des repeaters ou d'avoir un câble surdimensionné, c'est pas existant. Le câble le plus performant, le câble souple le plus performant, c'est 50-60 mètres pour le 12G. Donc du coup, là, on gagne en distance en tirant 4 câbles en 3G. Et donc l'idée de l'avoir fait sous une forme de rack, donc là, c'est tout simplement 4 fois la même chose. Ici, vous avez une entrée DisplayPort, une deuxième entrée DisplayPort avec le backlock, une troisième et une quatrième. Et bien là, l'idée dans le standalone comme dans la version rackée, c'est ou d'avoir 4 fois le signal. Alors là, il faut éditer son média. Mais j'ai oublié de préciser, si vous voulez 4 fois 3G SDI, il faudra rééditer son média en sliçant l'image en 4. Et on a un peu une fonction de splitter pour la 3G. Si vous voulez envoyer de la 12G, là, bon, pour le coup, on a plus de 150 mètres, on est réduit à 50 mètres, et l'appareil slice automatiquement. Du coup, non, je dis des bêtises, on a bien les 150 mètres, on attaque 150 mètres en 3G SDI. Et de l'autre côté, du coup, vous pouvez attaquer 4 vidéoprojecteurs en 1080p et reformer une image en 4K. Alors, il y a un petit peu d'alignement de lumière à faire, hein, ça peut être un petit peu casse-pied, on n'a pas beaucoup de temps pour s'installer. Mais voilà, quand vous avez un parc de vidéoprojecteurs assez conséquent, vous avez investi quelques modèles en 4K et que votre client vous demande de faire plus d'une ou deux ou trois images 4K, vous pouvez utiliser le vieux VP, façon de parler, vidéoprojecteur en 1080p afin d'en prendre 4 et vous refaites une image 4K. Donc ça, c'était l'idée de la sortie de ce boîtier. Et l'idée, la petite chose, la petite évolution que le rack a subi, c'est que à l'intérieur, c'est le seul produit qui contient un deep switch. Vous pouvez aussi envisager de faire de la 8K, c'est-à-dire avec 4 images 4K, vous pouvez attaquer un vidéoprojecteur. Alors il paraît qu'il y a des cartes qui existent, je les ai pas vues, mais chez Barco et d'autres, Christie le fait aussi. Je ne sais plus le fabricant, ils ne sont pas fabricants à le faire. Hein. Des cartes avec 16 3G SDI qui vous recomposent une image en 8K.
Donc là, l'idée, c'est de rentrer donc à 4 DisplayPort en 4K et sortir de la vitesse. Donc c'est assez extrême. C'est pas vraiment très loin de type de résolution et de besoin en Presta, mais voilà, c'est pas que cet appareil le fait. L'idée première, c'était vraiment de slicer une image 4K en 4 images 1080, ou alors, si vous éditez votre média, de faire 4 images 1080. Donc c'est que là, chaque sortie va sortir au moment tout petit là, l'image 4K est slicée. Si on veut faire avec nous, c'est le haut en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Là, je vais y avoir 4 fois. Et donc, la même version existe dans une seule unité, et bien sûr en version modulaire. Le boîtier de droite, c'est le fameux tant attendu, la fameuse nouveauté, qu'on a appris l'année dernière, parce qu'il demande pas mal de développement, c'est le HDMI 2.0 vers fibre. Alors oui, la nouveauté, ça c'était le deuxième point de la présentation. Je vais regarder, est-ce qu'il y a des questions, Charles? Alors, je vais vite voir les questions. Excusez-moi, pour l'instant, j'ai coupé mon micro. À part Maya qui demande si c'est une alimentation PowerCon. Alors oui, tout est en PowerCon, tout à fait. Tous les boîtiers, le rack mount, le quad DisplayPort, les standalone sont tout en PowerCon. Le nouveau, la True One, attention, pas la fiche bleue. La fiche bleue va tendre à disparaître. C'est la fiche jaune, hein. En tout cas la fiche avec le téton jaune sur le dessus, noir et jaune. Voilà, de plus en plus d'appareils, que ce soit dans l'éclairage comme dans tout ce qui est enceinte et autres. Les enceintes, je ne sais pas si elles sont passées en True One. En tout cas, chez Teatrix, c'est du 100% True One pour ce qui est du marché européen. Aux États-Unis, il est possible d'avoir le Schuko, vous savez, le rectangle noir avec les trois tétons là, mais ça tend à complètement muter sur de l'alimentation avec un cordon True One, une fiche True One. Ok, donc nouveauté après l'HDMI 2.0 à fibre, j'en avais parlé tout à l'heure, il existe donc un distributeur amplifié SDI 1 vers 4, donc là l'une des nouveautés aussi cette année. Alors normalement toutes les nouveautés sont prévues pour la rentrée, donc encore une fois avec la situation, je ne sais pas si le calendrier, le roadmap sera maintenu, en tout cas normalement en septembre-octobre on devrait avoir toutes les nouveautés disponibles à la vente. Le SDI donc 1 vers 8 et celui-ci est en 12G. C'est un splitter 12G 1 vers 8. Ils n'ont pas, en fait, c'est plus d'électronique, plus de développement. Le 1 vers 4 restera 3G SDI et quitte à faire des développements sur le 1 vers 8, ils ont décidé donc en plus comme il est plus gros, d'intégrer toute la technologie et donc c'est le 1 vers 8 qui a été développé au max, c'est-à-dire pour le 12G, alors que le 1 vers 4 restera 3G. Et là au-dessus, vous pouvez voir un autre boîtier très intéressant qui est un switch. J'ai pas trouvé sur le marché d'autres switch équivalents. Pour moi, c'est le seul au monde, entre guillemets, la seule marque qui propose un switch scénique. Donc là, même concept, les deux plaques de 6,35 mm d'épaisseur avec un housing donc robuste, une fiche. Alors là, on voit ce côté-là, c'est le femelle, la lime, le mâle est de l'autre côté. Là, c'est pour récupérer le 220 pour alimenter donc un écran ou alimenter ce qu'on veut d'autre. Et l'autre côté, j'ai pas pris la photo aussi, on le distingue ici sur la photo de droite, on a une entrée fibre et une entrée ou sortie, et on a un RJ ici. Donc on a un NO2 neutrique fibre, une fibre en connecteur neutrique, et donc 5 RJ45. Donc là, il y a une entrée sortie fibre, un RJ45 ici, et de l'autre côté, il y en a 4 autres. Donc j'ai 5 ports RJ45 et un port optique. Donc l'idée, c'est un switch Ethernet 1 gigabit. Teatrix n'a pas la prétention de prendre le marché de Cisco ou de Netgear, c'est trop de développement et c'est des produits beaucoup trop poussés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit switch qu'on met sur scène quand on veut récupérer du RJ45. J'imagine par exemple une extension en HD Basté ou en HDMI 2.0. L'HDMI 2.0 sur fibre, l'émetteur comme le récepteur sont équipés d'un RJ45. Donc du coup, une fois qu'on est sur scène et qu'on veut récupérer son flux vidéo HDMI, si on a besoin d'Ethernet pour du flux Ethernet, du contrôle de vidéo proche et tout ce qu'on veut, mais si on a utilisé ce port pour un VP et qu'on veut l'utiliser pour d'autres VP, et bien voilà, le gigabit switch est là pour ça. Toujours le filetage sur le dessus pour pouvoir le riguer dans la structure et donc bénéficier du coup de 5 ports RJ45. Donc, comme vous le savez, c'est in and out. Donc, on choisit sur lequel on branche l'entrée et puis on branche il n'y a pas vraiment d'entrée-sortie. Ça communique, tout le monde communique dans le même boîtier. Donc, que ce soit entrée-sortie, on se connecte comme on veut. Il suffit de retrouver les IP et c'est parti. Donc, c'est un switch 5 ports RJ45 et un optique. Donc, en dessous, on voit bien aussi que le splitter SDI est du 12G puisqu'on remarque que c'est doré, que les connecteurs sont dorés.
Voilà, donc autre sujet, le streaming. Est-ce qu'on a des questions? Je regarde rapidement. Alors, oui, switch non manageable. Savoir si le switch est manageable. Alors, bonne question. En fait, c'est sur ce Switch-là, je pense qu'il est prévu. Enfin, ils m'ont parlé, c'est pas encore. Je pense que c'est encore en train d'être développé. On doit pouvoir rentrer dans le Switch par une page web, effectivement, comme la plupart des Switch manageables, en rentrant l'IP. Et l'idée, alors, ça, c'est un peu inspiré, je pense, de ce que fait déjà Netgear avec sa gamme M4300. C'est aussi de pouvoir comment dire, matricer ou comment dire, euh, manager, c'est pour tout ce qui est performance, mais aussi au niveau vidéo, Theatrix envisage d'avoir une page de management audiovisuel, c'est-à-dire vraiment de gérer ses entrées, ses sorties, ses flux IP sans avoir à rentrer dans un paramétrage fastidieux comme on retrouve dans les switches standards. C'est d'avoir une page audiovisuelle avec vraiment simplifiée, avec juste ce dont on a besoin. Donc c'est un peu l'idée de Theatrix, c'est de manager ses entrées, ses sorties HDMI 2.0. C'est la solution IP, hein. C'est la seule solution IP aujourd'hui chez Theatrix qui est en plus SDVOE, c'est l'HDMI 2.0. Et donc l'idée c'est d'avoir une page web dans le switch avec une adresse IP et de pouvoir manager ses entrées, ses sorties. Donc avec alors, normalement oui, création. Ouais, j'ai pas basculé d'écran, excuse-moi Charles. Oui. Oui, donc effectivement, VLAN, oui, ce sera un switch manageable. Je ne sais pas s'il sera de niveau 2, de niveau 3, mais ce sera forcément un switch manageable de manière à justement pouvoir interagir avec le boîtier. Comme je disais, grâce à une page web développée par Theatrix et simplifiée, ben, un acteur audiovisuel pourra s'émanciper un peu de tous les menus un peu fastidieux qu'on peut retrouver dans les switches et avoir une simple page de management audiovisuel, donc d'entrée de sortie de ses sources. À l'heure actuelle, j'ai aucune info sur les possibilités, comme avec le SD, puisqu'il rentre dans l'alliance SDVE, j'ai aucune information sur le fait de pouvoir ou non faire du mur d'image, faire du blending. J'ai pas d'info. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est qu'on pourra, grâce à une page web, manager ses entrées, ses sorties. Donc ça va être une matrice éclatée pour le moment. Je sais pas si Theatrix envisage de faire du mur d'image. Ça fait quand même l'HDMI 2.0, c'est quand même un boîtier. J'ai plus le prix public en tête, mais on est à que je dise pas de bêtises, on est à plus de 2000 euros prix public hors taxe, 2397 si je dis pas de bêtises. Donc pour faire un mur d'image, ça coûte quoi. Si on a 9 écrans, ça va être tendu. Donc pour le moment, la dernière info que j'ai, c'est un matrissage tout simple, hein, une matrice éclatée, entrée-sortie, et je manage mes sources en fonction de mes displays. Voilà, donc je tenais à faire aussi. Alors, quelle heure est-il? On est pas mal, 11h30. Bon, bah voilà, un dernier petit quart d'heure pour vous présenter le streaming. Alors, je sais pas si parmi vous, il y a du monde qui fait du streaming vu la situation actuelle. Je pense que oui. Moi, je m'y suis intéressé depuis un mois et j'ai creusé la question. Donc, le streaming serveur étant disponible et à l'achat chez EAVS depuis quelques mois, voilà, j'ai gratté un petit peu son fonctionnement et comme je fais un petit peu de streaming de mon côté, voilà, j'ai pu me comprendre un peu tout ça. Donc un streaming server, c'est quoi? Ce boîtier, en fait, alors, parfois cette fonction est intégrée dans les grosses consoles de montage. Si vous avez une console qui ne l'a pas, ou si vous avez une petite console vraiment très simplifiée avec 2-3 entrées vidéo, et que vous voulez faire du streaming, eh bien ce boîtier est idéal. Donc comment il se compose? Très simplement d'une fiche réseau. Vous pouvez voir sur la droite 2 entrées sur la gauche au choix, le SDI ou l'HDMI. Toujours des petites diodes vertes qui vont vous donner la résolution d'entrée et un bouton coloré qui va vous dire si vous êtes en SDI ou si vous êtes en HDMI. Donc là, c'est un bouton de sélection. Si les deux sont connectés, alors il y a une préférence. Hein, si vous connectez les deux, le boîtier choisit par défaut le SDI, et vous appuyez, vous pouvez choisir instantanément l'HDMI ou le SDI. On peut envisager même 2 consoles différentes et alterner deux installations différentes sur un même stream. Et le bouton d'à côté, c'est tout simplement le online. On appuiera 3 secondes, on restera appuyé dessus 3 secondes, il s'allume et vous êtes en ligne. Alors l'avantage de ce produit, c'est qu'il est totalement stable, hein, c'est l'idée de tous les produits de Theatrix. Il n'est aucun danger de plantage puisqu'il n'y a pas d'OS à l'intérieur, il n'y a pas de Mac, il n'y a pas d'Android, enfin de Mac, de OS Mac. Il n'y a pas de Windows, il n'y a pas d'Android, c'est un chipset qui est vraiment autonome, qui est propre, qui est programmé pour ne faire que ce qu'on lui demande, c'est-à-dire encoder en H264. Donc il n'y a pas de menu, il y a juste une page avec une adresse IP. On va rentrer dans la page, d'ailleurs je vous la montre tout de suite. Je connecte mon boîtier. Pourquoi ils appellent ça un streaming server? C'est qu'il se comporte un peu comme un serveur. C'est-à-dire que vous avez une adresse IP, vous pouvez rentrer dedans et vous pouvez vraiment tout paramétrer.
C'est pas juste du stream où je vais rentrer un IP et le flux va partir. Je vais pouvoir vraiment définir tout un tas de choses dans mon boîtier. Donc comment on le connecte? Tout simplement avec un switch. Alors vous pouvez rentrer, je pense qu'on peut rentrer directement l'ordinateur dans le boîtier, mais du coup c'est un peu compliqué. Il faut redéconnecter, reconnecter au switch pour pouvoir ensuite bénéficier de ces réglages. Donc là, Teatrix propose tout simplement d'utiliser un switch ou une box et de connecter en RJ45 son boîtier. On va pouvoir connecter aussi son ordinateur et rentrer grâce à une adresse IP. Alors l'adresse IP, il y a un système de, je sais pas si vous, j'en avais un petit peu parlé avec Lightware. Il y a une petite appli, un petit logiciel qui vous permet de retrouver l'IP qui ne fonctionne que sur Windows. Donc pour les Mac, il y a une adresse fixe. Il faut rester 10 secondes appuyé sur un des boutons et il va tout de suite basculer sur une adresse IP fixe qui vous permet de le retrouver. Après, à vous de rentrer votre IP et pour votre réseau et de le paramétrer. Donc bon, j'ai pas rentré dans toutes les fenêtres. Hein. La source, bon, c'est l'HDMI, SDI pour checker la résolution. La chose importante, c'est l'encodeur. Comment je le paramètre? Bon, je sais pas si encore une fois, je vais rentrer un peu dans les détails pour ceux qui connaissent un petit peu. Le flux, la bande passante, vous allez vraiment régler votre flux en fonction de la bande passante. La bande passante de votre box, ça dépend si vous êtes sur fibre ou pas. Ça dépend aussi du nombre de destinataires. Si vous faites du multi-stream, ça va prendre de la bande passante. Donc tous ces réglages se font en fonction avec le débit, en fonction du nombre de destinataires et de la résolution et des capacités de votre machine. Donc là, en l'occurrence, si on veut être en HD, on se mettra en 3 mégabits seconde. Voilà, pour avoir une résolution. Et en audio, bon, on a toutes les possibilités, 128, 320, 192. On choisira. Bon, là, ils ont mis 128 par défaut. Voilà, on peut se mettre un petit peu plus quand on diffuse du son. Je pense aux artistes dans la musique. Choisiront peut-être une bande passante audio plus élevée pour retransmettre une qualité audio un peu meilleure. Au niveau de résolution, voilà un peu les bandes passantes. Je parlais tout à l'heure de la HD. Voilà, on sera entre. Alors là, ils ont mis 3, ouais, c'est entre 3 et ça monte jusqu'à 8. Alors là, ils mettent une fourchette. Je pense qu'il y a aussi la fréquence image qui rentre en jeu si vous êtes en 30, en 50 ou en 60. Donc en 60, ça monte même à 9 kbps. Alors 9, pour information, c'est quand même. Alors moi, je n'utilise pas de streamer, je le fais directement par l'ordinateur. Ça fait tourner à fond de processeur. Faut avoir une bonne machine. Je vais vous montrer tout à la fin, il y a 3 possibilités pour faire du streaming. Quand on utilise son ordinateur, excusez-moi, ça demande beaucoup de ressources. Si en plus vous utilisez un logiciel de montage, de broadcast, la bécane est très très sollicitée. Moi, je vais vous montrer après les avantages de chacune des solutions. Donc, autre fenêtre, comment fonctionne donc le streaming? Comment on choisit, on décide? Parce que je fais là d'ailleurs tout de suite avec Cloud, avec cette formation sur YouTube. Comment ça fonctionne? Eh bien, comme toute solution de streaming, je vais pouvoir ici dans la fenêtre de streaming rentrer mon adresse de serveur source et ça fonctionne par clé de streaming que vous pouvez décider de générer en fixe, ce que j'ai fait moi pour nos formations. J'ai une seule clé pour mon flux cloud, comme ça je récupère à chaque fois mes données. Facebook le génère à chaque fois que vous ouvrez une page et que vous décidez de faire du streaming par clé de streaming. Si vous avez, donc quand vous avez, parce qu'il y a 2 solutions, hein, ou vous faites du streaming avec la webcam, dans ce cas l'API sélectionne directement votre webcam, soit vous avez une installation externe, notamment un streamer, donc comme le streamer de Teatrix, et dans ce cas il va falloir reporter, donc vous allez fonctionner par clé et par serveur. Il faudra rentrer l'adresse donc du serveur Facebook pour le streaming. C'est le protocole, on le voit ici, le protocole RTMP. Il faudra rentrer la clé, bien sûr, pour que vous puissiez être seul à diffuser sur le serveur et sur votre chaîne et que personne d'autre utilise votre flux pour diffuser un autre contenu. Donc, comment ça se présente dans le logiciel? Eh bien, vous avez l'adresse, ici notamment, on retrouve l'URL, l'exemple qui est pris, c'est pour Facebook, l'URL du serveur et la clé. Donc ça, vous allez chercher dans votre API cible, si vous utilisez YouTube, si vous utilisez Facebook, si vous utilisez Twitch et d'autres plateformes, eh bien, dans les paramètres de streaming, vous avez toujours le serveur. Alors parfois, il y a aussi un serveur backup, ça on ne l'utilise pas, hein, c'est un serveur de sauvegarde. Je ne sais même pas dans quelles conditions on peut l'utiliser. Voilà, j'ai pas encore toutes les informations là-dessus, j'ai pas gratté non plus. Donc là, le serveur, l'adresse du serveur et la clé. Donc chaque fois que vous rechargez une page Facebook sur votre profil, hein, la clé est régénérée. Sur YouTube, on peut en créer et en garder une fixe. Et sur Twitch, pareil, il vous propose une clé. Quand vous vous reconnectez à chaque fois, vous pouvez réutiliser la clé. Et s'il y a un problème, vous pouvez régénérer une clé. Donc je vais copier ces informations ici dans mon streamer.
Alors le petit souci avec des clés régénérées, c'est qu'il va falloir re-rentrer à chaque flux, à chaque diffusion live, il va falloir rentrer dans les paramètres de mon streamer. Si j'utilise YouTube et une clé générée ou Twitch, une clé fixe, une fois que la clé est dedans, vous pouvez déconnecter l'ordinateur, votre streamer est prêt à streamer. Vous pouvez lancer votre montage, vous avez juste à appuyer sur le bouton latéral et la vidéo est instantanément part sur le réseau. Si il y a une nouvelle clé qui est régénérée par votre interface, enfin par l'API que vous utilisez, enfin la plateforme, en l'occurrence Facebook, il va falloir re-rentrer dans le streamer et reparamétrer et remettre la nouvelle clé. Donc c'est plus avantageux d'utiliser Twitch ou YouTube si on fait du streaming assez régulièrement. C'est la même clé qu'on peut garder en mémoire dans le profil, et du coup le streaming server utilisera à chaque fois la même clé puisqu'elle est mémorisée dans cette fenêtre. Voilà, j'espère que j'étais clair, c'est un petit peu technique, mais c'est finalement pas si compliqué. Donc voilà à quoi ça ressemble dans les différentes plateformes. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que AVS fait aujourd'hui sur sa chaîne pour rediffuser la formation, c'est via cette fenêtre ici. C'est-à-dire que j'ai récupéré, donc là j'ai une IP fixe. Alors là, là elle n'est pas fixe, mais moi j'ai une fixe. Donc là je peux générer ma clé que je vais copier ici, et j'ai mon serveur qui est ici. Donc j'ai copié-collé dans Cloud, la solution de visio qu'on utilise aujourd'hui, et donc Cloud envoie directement, grâce à la clé, le flux, la vidéo, la présentation telle que vous la voyez, elle est visible par nos abonnés sur la chaîne YouTube. De l'autre côté, c'est Facebook. À quoi ressemble Facebook aujourd'hui? Donc on retrouve le serveur juste ici et la clé. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, la clé est nouvelle. Donc Facebook, c'est un peu, pour avoir une solution vraiment stable, mieux vaut utiliser. Alors, j'ai pas fait de screenshot de la fenêtre de Twitch parce que c'est plein d'informations qui sont pas utiles, mais il y a la même chose. Hein. On retrouve une ligne avec la clé, on copie la clé et on colle. Et voilà à quoi ressemble. Donc là, c'était surtout pour vous montrer un peu l'aspect d'une plateforme de streaming. On va retrouver tous ceux qui sont en live sur le côté. On va pouvoir choisir ses thèmes en dessous, ses favoris, et naviguer d'une chaîne à l'autre pour suivre le streaming. À savoir que le streaming, c'est quand même très très utilisé dans le milieu gaming, comme on peut le voir ici. Les gamers, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils utilisent ces solutions justement pour montrer comment ils jouent et leurs solutions, enfin voilà, comment ils passent les différents niveaux d'un jeu. Voilà. C'est une communauté très particulière. Les artistes musicaux commencent à s'y mettre aussi. Voilà, donc YouTube, Facebook et Twitch. Et donc pour finir, j'ai fait un comparatif de 3 solutions différentes. Comment je peux faire du streaming aujourd'hui, où j'utilise donc une solution pro là en haut à droite, c'est-à-dire tout un mélangeur vraiment équipé avec, il y a même des mélangeurs qui intègrent plusieurs flux de stream, donc je vais pouvoir rentrer plusieurs clés, plusieurs serveurs. J'ai regardé un petit peu les prix. Bon là on est chez Data Video, on est quand même hors taxe, un prix pour le plus petit. Là j'ai 5 ou 6 entrées. Qui est quand même assez conséquent, et une solution, alors j'ai fait un petit peu on a le comparatif de prix juste ici, donc le mélangeur complet. Donc on peut le faire. Alors ce que je fais moi aujourd'hui, comme tous les week-ends, c'est avec mon ordinateur et avec des logiciels. Comme je vous disais, il faut avoir une bécane qui tourne bien parce que ça sollicite énormément le processeur, et la bande passante, plus vous montez en bande passante, plus forcément ça va faire chauffer la machine. Ça reste coûteux parce que un Mac c'est assez coûteux, et j'ai pas mis de photos, mais il faut aussi une carte d'acquisition puisque vos caméras sont alors soit vous utilisez une webcam, dans ces cas-là en USB 3 ça rentre directement dans le Mac ou dans le PC, à savoir que il faut avoir l'ordinateur équipé du port type C, ou j'ai un boîtier qui va me convertir mon flux vidéo HDMI en USB 3, et ce boîtier-là, un boîtier de bonne facture, c'est 300 € hors taxe, prix public. Donc là, c'est une solution qui reste encore coûteuse, et la solution la moins coûteuse que j'ai notée ici, c'est celle avec c'est bon pour vanter les mérites du boîtier Theatrix. Hein. Tous les boîtiers de streaming sont à peu près dans les mêmes prix. C'est juste qu'au niveau coût, on s'y retrouve. Ça va être le moins. Ça va vous demander de mettre le moins la main au porte-monnaie, puisque avec une petite console de montage ici, bon, j'ai pris la plus petite de chez Roland, qui est dans les prix publics hors taxe, dans les un peu moins de 1000 €, et le boîtier Theatrix c'est à 1250 prix publics hors taxe. Donc on est à 2000 € pour une petite solution correcte. Bien sûr, j'ai pas intégré dans aucune de ces solutions le prix des caméras. Ça, c'est à vous de voir le type de caméra que vous utilisez, si c'est du SDI, si c'est de l'HDMI, si c'est de la HD, de la 4K. Évidemment, ça va monter en prix. En tout cas, voilà, la solution la plus, entre guillemets, pro, stable et carrée, c'est d'avoir un streamer. Alors, on a une autre marque chez AVS qui propose un boîtier de streaming, c'est TV One. TV One a aussi un boîtier dans les mêmes coûts et les mêmes fonctionnalités. Bon, bien sûr, c'est un boîtier qui n'est pas sous la forme du boîtier Theatrix, donc qui n'est pas renforcé, qui n'est pas scénique, on ne peut pas riguer. Donc, il faudra penser à le raquer ou à le garder au chaud en régie.
En tout cas, voilà, une petite console plus un streamer, on est à un prix très raisonnable, puisqu'en prix public Cortex, on est environ à 2650 €. Voilà, j'ai fini ma présentation. Et donc, je vous ai remis le lien donc, du streamer sur notre site internet et mon email pour toute question. Et un petit speech de fin pour vous dire que AVS suit les tendances, ce qui nous a permis aujourd'hui de vous présenter voilà, le streaming. Merci à tous. Écoute, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. C'est embêtant, soit effectivement, c'était très bien expliqué. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été, voilà, j'ai pas été trop technique ou peut-être, mais est-ce que j'ai au moins été clair? Lionel me dit merci. Merci Lionel. Est-ce que tout le monde a tout bien saisi? Merci Eric. Est-il possible de joindre la grille tarifaire? Alors la grille tarifaire, le streaming serveur Théatrix, c'est déjà sur notre site. Hein, je vous ai mis le lien. Ça vous envoie directement sur la page. Vous avez le prix public. Si vous avez votre compte pro ouvert sur notre site internet, vous avez directement votre prix d'achat qui s'affiche. Idem pour le boîtier de streaming de chez TV One. Donc les deux sont visibles sur notre site internet. Pour les autres produits, ça c'est à vous de voir. Alors les caméras, là j'ai pris en exemple une Aver, on distribue Aver, donc vous pouvez regarder les prix, et Minerai. On a deux marques de caméras de visio qui sortent en SDI, en HDMI, les deux qui sortent aussi en USB 3 type C. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix chez AVS pour faire du streaming, on a tout ce qu'il faut. J'ai d'ailleurs moi-même voilà, testé, je suis en train de tester. Je fais depuis plusieurs semaines les week-ends un peu streaming avec une caméra de chez AVS, ça marche très très bien. Une caméra de visio qui est parfaite pour ça, qui sont en HDMI. La gamme Théatrix Converto, les tarifs. Alors pareil, hein, il suffit sur le site internet, Maya, sur notre site internet avsgroup.fr, vous tapez Théatrix et juste la marque avec 2X à la fin et vous avez tous les produits qui tombent. Donc encore une fois, si votre compte pro est créé et que si vous êtes en tarification pro, vous avez tous vos prix d'achat. Alors c'est des prix unitaires, bien évidemment, sur des gros projets, hein, comme d'habitude, vous contactez votre commercial et on gère les projets avec vous. Hein. Là, ce sont des prix, évidemment, des prix unitaires, des prix de base. En l'occurrence, le niveau platine. Maya, Laurence. Voilà, j'ai mis moins de temps que pour Lightwear. Eric, merci d'avoir été présent. Bon week-end à toi aussi. Merci Mike, merci Eric, merci Maya, merci tout le monde, merci Carlos. Lundi, ça sera Vivitech, toute la partie l'environnement Connect. Et jeudi, Philips. Voilà, si vous voulez vous inscrire, vous allez recevoir, je pense, pour Philips une invitation d'ici lundi, aujourd'hui ou demain, ou lundi ou plus tard. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Merci à tous, bon week-end.